Mon ex-femme m'a poursuivi en justice pour obtenir la moitié de mon entreprise, en déclarant au juge, j'ai bâti cette société avec lui. Je l'ai laissé énumérer tout ce qu'elle prétendait avoir fait pendant 12 ans. Puis, mon avocate lui a posé une seule question. Son propre avocat a immédiatement demandé une suspension de séance. J'ai regardé mon ex-femme lever la main droite, et jurer de dire la vérité. Le plus étrange, c'est que, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle le pensait. Vraiment. Il était 9h14, un mardi, au tribunal de district de Denver, dans la salle 4C. Renata portait ce blazer bleu marine qu'elle mettait autrefois pour son ancien travail dans le marketing, un poste qu'elle n'occupait plus depuis 11 ans. Elle s'est assise dans le box des témoins, les mains croisées, comme si elle posait pour une photo. Lorsque son avocat lui a demandé de décrire son rôle dans la création de Felt Architecture, elle a regardé au-delà de lui, droit dans mes yeux, et a déclaré, j'ai bâti cette société avec lui. Mon avocate n'a pas fait d'objection. Elle n'a même pas levé les yeux de son bloc-notes. Elle s'est contentée d'écrire quelque chose, et a laissé Renata continuer à parler. Je ne le savais pas encore, mais les 3 chemises en carton craft qui reposaient dans la serviette de mon avocate, encore fermée, allaient mettre fin à cette affaire avant la pause déjeuner. Renata ne le savait pas non plus. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, elle a pu raconter tout ce qu'elle voulait, sans que personne dans la salle ne l'interrompe. J'avais fondé le cabinet 14 ans plus tôt, 2 ans avant de rencontrer Renata, lors du vernissage d'une galerie en centre-ville, où elle travaillait au vestiaire pour rembourser ses études de marketing. À l'époque, il n'y avait que moi, une table à dessin installée dans un garage aménagé sur Union Street, et un unique client pour une rénovation. Ce dernier me payait en 3 fois, parce que son précédent entrepreneur s'était enfui avec la compte. Le dimanche matin, Renata m'apportait du café au bureau, dans une tasse bleue ébréchée qu'elle refusait de remplacer, peu importe le nombre de fois où je lui proposais de lui en acheter une neuve. Elle s'asseyait sur le rebord de la fenêtre, lisant des romans de poche, pendant que je dessinais. Je me souviens m'être dit que je n'avais jamais rencontré personne capable de transformer le silence en une présence réconfortante, plutôt qu'en de la solitude. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans le jardin de ses parents à Golden, avec une chaîne hi-fi empruntée, et un chien qui ne cessait de voler les serviettes sur les tables. Le cabinet a grandi lentement, puis tout d'un coup. Il y a eu la rénovation d'un hôtel-boutique à Lodo, qui nous a valu notre premier article dans un magazine régional de design. Puis est venu le pavillon Okonkwo, un centre communautaire en verre et en cèdre, qui nous a valu d'apparaître sur 2 autres couvertures de magazines au cours des 3 années suivantes. Renata a quitté son travail dans le marketing vers la 4e année. Elle a répété à tout le monde, y compris à moi, qu'elle m'aidait à gérer l'entreprise. Elle répondait au téléphone du bureau le vendredi. Elle organisait des dîners avec les clients 2 fois par an, généralement au moment des fêtes, et elle était vraiment douée pour ça. Chaleureuse, drôle, c'était le genre de personne qui se souvenait du prénom de l'enfant d'un client après ne l'avoir rencontré qu'une seule fois. Je me suis laissé convaincre que cela comptait plus qu'il n'y paraissait pour l'entreprise, parce que je l'aimais, et parce que je n'ai jamais été armé pour la confrontation. Lorsque mon premier associé a tenté de m'écarter, la 6e année, en raison d'un désaccord sur la direction de la firme, j'ai laissé mon avocat régler l'affaire discrètement, plutôt que de me battre moi-même devant tout le monde. Quand Renata a commencé à utiliser une carte de crédit séparée pour des raisons pratiques, vers la 9e année, je ne lui ai pas demandé à quoi elle servait. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de créer des tensions. Pendant de nombreuses années, je me suis répété que beaucoup de choses ne valaient pas la peine de créer des tensions, et c'est finalement devenu une habitude. Il y a eu un dîner, peut-être lors de la 7e année, pour fêter la 2e couverture de magazine du pavillon Okonkwo. Au moment du dessert, la
Femme d'un client s'est tournée vers Renata et lui a dit « Vous formez une si bonne équipe tous les deux. Je reconnais toujours vos idées dans les plans. » Renata s'est contentée de sourire, prononçant quelques mots modestes sur le fait qu'elle ne faisait que soutenir ma vision. Je me souviens avoir ri avec les autres invités, flattés pour elle, sans y repenser à deux fois. C'était un petit moment chaleureux. Je ne l'ai pas trouvé étrange sur le coup. Ce n'est que bien plus tard, en me le remémorant dans le bureau de Priya 2 ans plus tard, que je me suis demandé combien de petits moments de ce genre avaient discrètement façonné une version de notre histoire. Une version qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait réellement sur la table à dessin, à 2 heures du matin. Le premier détail étrange que j'ai réellement remarqué, celui à propos duquel mon estomac a réagi avant même que mon cerveau ne comprenne, s'est produit à environ 2 ans et demi. J'ai constaté que la commission de recommandation des Sorensen a un montant de $6 000 versé par le client d'une maison de lac, qui nous avait envoyé son beau-frère pour une rénovation, n'était jamais apparu dans la comptabilité. En parlant à notre comptable, Nord Delgado, elle m'a dit qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de facturation de notre part, et qu'elle allait se charger de chercher. Je me suis dit que ce n'était rien. Le marché avait été calme ce trimestre-là de toute façon, et les trimestres calmes donnent toujours l'impression qu'il manque de l'argent qui n'a jamais existé. Puis, cela s'est reproduit 8 mois plus tard, avec la rénovation de la résidence Bellamy. Une autre commission de recommandation. Un autre trou dans le grand livre que Nord ne pouvait pas vraiment expliquer. Puis une troisième fois. Avec une commission de $11 000 liée à une recommandation du projet Whitfield à Boulder, envolée de la même manière que les deux autres. À 3 reprises, sur 2 ans, je me suis raconté la même histoire. Un marché au ralenti, une erreur de classement, rien qui ne vaille la peine d'être abordé au dîner avec la femme qui partageait ma vie depuis 11 ans. Jean. Et tout de même parler une fois à Renata, l'air de rien, alors que nous étions dans la cuisine et qu'elle faisait défiler des images sur son téléphone. Je lui ai demandé si elle se souvenait de quelque chose concernant la commission Sorensen, si elle avait peut-être géré cette facture elle-même, plus qu'il lui arrivait de prendre les appels de cette famille. Elle a à peine levé les yeux. C'est sûrement le tableur de Nord, a-t-elle répondu. Tu sais bien qu'elle est débordée depuis qu'on a terminé le projet. Au concours. C'était une réponse si simple et si raisonnable, que j'ai complètement laissé tomber. C'est ce que personne ne vous dit sur le fait d'être trompé par une personne en qui vous avez confiance. Le mensonge n'a pas besoin d'être parfait, il a seulement besoin d'être assez insignifiant pour que le contester paraisse mesquin. J'ai réabordé la question de l'argent une dernière fois, près d'1 an plus tard. Lors d'une séance de thérapie de couple. Nous avions commencé à y aller après une série de disputes qui ne semblaient porter sur rien de précis, mais qui continuaient de se produire. Notre thérapeute, une femme calme nommée Dr Okonjo, qui gardait un bol de bonbons au caramel sur la table basse, nous a demandé de citer chacun une chose que nous aimerions que l'autre comprenne mieux. J'ai répondu que j'aimerais que Renata me parle plus ouvertement d'argent, que j'avais remarqué des manques dans les commissions de recommandation, et que cela me tracassait en silence depuis des mois. Le visage de Renata a exprimé quelque chose de complexe. De la blessure, surtout, ou quelque chose qui y ressemblait à s'y méprendre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'après tout ce qu'elle avait sacrifié pour ce mariage, je l'accuse de voler l'entreprise de sa propre famille. Le docteur Okonjo a délicatement réorienté la conversation vers le sentiment de ne pas être vu ni apprécié à sa juste valeur. À la fin de la séance, c'est moi qui présentais mes excuses. Je me souviens avoir marché jusqu'à la voiture, en ayant le sentiment d'avoir commis une faute, bien que j'eusse été incapable de dire laquelle. C'est la dernière fois que j'en ai parlé directement. Il allait s'écouler une année entière avant que je ne comprenne exactement ce à quoi j'avais renoncé ce jour-là. Renata a demandé le divorce il y a 14 mois,
Jeudi, par texto, alors que j'étais en rendez-vous avec un client. La semaine suivante, son avocat envoyait une notification officielle indiquant qu'elle avait l'intention de réclamer la moitié de la valeur estimée du cabinet, au motif qu'elle avait co-construit l'entreprise tout au long du mariage. Je me souviens d'avoir lu cette expression, co-construit, debout dans ma propre cuisine. Le chien aboyait après quelques dehors, et une liste de courses était encore aimantée au frigo avec un maniet en forme de flatiron. J'ai senti le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Aucun de nous n'avait mis cette liste à jour depuis des mois. Elle était simplement restée là, stupide. Petit souvenir d'une vie qui avait déjà pris fin, sans me l'avoir officiellement annoncé. J'ai engagé Priya Anand, une avocate spécialisée dans les divorces d'affaires. Forte de 19 ans d'expérience dans des affaires identiques à la mienne. Des sociétés fermées, un conjoint qui a bâti le patrimoine en partant de rien, et l'autre conjoint qui réclame une part équitable de ce qu'il est devenu. Son bureau se trouvait au 9e étage d'un immeuble du centre-ville, offrant une vue sur les montagnes qu'elle disait n'avoir jamais le temps de contempler. Elle a relu tout ce que je lui avais apporté, les statuts d'incorporation originaux, 12 années consécutives de déclaration d'impôts communes, et un contrat post-nuptial que nous avions rédigé un jour, sans jamais prendre le temps de le signer. Puis, elle m'a posé une question qui m'a glacé les mains, avant même que je ne comprenne pleinement pourquoi elle la posait. Est-ce que Renata a déclaré le moindre revenu d'activité indépendante, au cours de ces dernières années? Quelque chose, même un petit montant? Je lui ai répondu que je ne savais pas, qu'il me fallait vérifier. Priya est restée silencieuse un instant. Puis, elle a ouvert nos déclarations communes sur son ordinateur portable, s'est rendue à l'annexe K1, et a tapoté l'écran juste à côté de la case 14. Revenu du travail indépendant. 12 années consécutives. Chacune d'elles affichait 0,00 à côté du nom de Renata. Elle s'apprête à entrer dans une salle d'audience et à dire à un juge qu'elle a bâti une entreprise, a dit Priya. Et sa propre signature, apposée sous peine de parjure, affirme qu'elle n'en a rien tiré. Pas une fois. Jamais. En 12 ans. Je lui ai répondu que cela ne réglait pas nécessairement le problème. Renata qualifiait toujours ses tâches ménagères de travail non rémunéré. Invisible, mais comptant tout de même dans le développement de l'entreprise. C'était l'argument classique, celui qui avait fait gagner des centaines de procès similaires par le passé. Priya a hoché la tête, comme si elle avait entendu ce discours une centaine de fois, ce qui était le cas. Elle m'a expliqué que les formulaires K1 ne constituaient pas toute l'affaire, mais qu'ils en étaient l'ouverture. Les gens mentent rarement sur un seul sujet, a-t-elle affirmé. D'ordinaire, il y a autre chose dessous. Je veux savoir pourquoi elle aborde ce procès avec autant d'assurance. Une telle confiance est soit méritée, soit le masque de quelque chose. Cette assurance s'est avérée être une preuve en soi. Environ 3 mois avant le procès, Nord est venu dans mon bureau avec un détail qui la chiffonnait depuis plusieurs semaines. Les 3 commissions de recommandation disparues, qu'elle avait enfin réussi à tracer, menaient toutes après une série de factures et un courriel de clients, sur lequel elle était tombée par hasard à une société appelée Marketing Design Consulting. Marketing était le nom de jeune fille de Renata. C'était une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler en 11 ans de mariage. Je l'ai immédiatement apportée à Priya. Elle a fait appel à une experte comptable judiciaire nommée Dana Whitfield, qui comptait 14 ans d'expérience dans ce genre de reconstitution financière. Principalement pour des divorces et des litiges entre actionnaires. Priya m'a demandé de ne pas dire un seul mot à Renata à ce sujet, de ne rien changer à mes habitudes, et de ne rien laisser paraître qui puisse lui faire deviner que nous l'avions remarqué. Laisse-la continuer à croire à l'histoire qu'elle s'est construite, m'a dit Priya. C'est cette histoire qui va détruire son témoignage à la barre, pas nous. Dana a travaillé en toute discrétion pendant 11 semaines. Elle a extrait les
Enregistrement de la société auprès du secrétaire d'État du Colorado, assigné à produire 3 années de relevés bancaires auprès de 2 établissements différents, et recouper les dates des factures avec les plannings des projets. Client. Au moment où le procès a débuté, un rapport scellé reposait dans le dossier de Priya. Ni Renata ni son propre avocat, un homme perspicace et visiblement épuisé nommé Grant Holloway, n'en soupçonnait l'existence. La phase de communication des pièces a pris 5 mois de plus que ce que Priya avait estimé au départ, principalement parce que Grant Holloway contestait chaque demande de documents reçue par sa cliente. Il a déposé 2 requêtes en annulation d'assignation pour les comptes bancaires personnels de Renata, arguant qu'il n'avait aucun rapport avec une revendication sur l'entreprise. Le juge chargé de la communication des pièces, un homme au ton posé nommé Everett Prine, qui avait manifestement déjà vu toutes les variantes de ce conflit, a rejeté les 2 requêtes. Il a ordonné la production des documents sous 30 jours, précisant dans son ordonnance écrite, les revenus non divulgués d'une partie sont directement pertinents face à une prétention d'avoir fourni un travail non rémunéré. Ce même mois, j'ai été entendu pour ma propre déposition, pendant 6 heures. Réparties sur 2 jours. J'ai répondu aux questions de Grant visant à savoir qui gérait quelle partie de l'entreprise, qui signait les contrats, et si Renata avait déjà assisté à des signatures d'actes ou à des audiences de permis. J'ai répondu sincèrement à chaque fois. Elle avait été présente lors de dîners, de journées portes ouvertes, ou pendant la séance photo pour le magazine du pavillon au concours. Mais elle n'avait jamais, en 14 ans, assisté à une signature de contrat, une audience de permis, ou une clôture d'affaires. Dire cela à voix haute, sous serment pour la première fois, m'a donné le sentiment d'être libéré d'un fardeau dont je n'avais même pas conscience. Nous avons tenté 2 médiations avant que la date du procès ne soit fixée. Les 2 fois, le montant exigé par Renata pour un accord est resté exactement le même, la moitié de la valeur estimée du cabinet. Notre expert en évaluation d'entreprise commun, le Dr Absalom Renner, l'avait fixé à un peu plus de 4,2 millions de dollars, après avoir examiné 14 ans de contrats, de déclarations d'impôts, et d'entreprises comparables dans la région. La moitié représentait 2,1 millions de dollars. Elle voulait que cela soit formulé publiquement, par écrit, comme une compensation pour avoir co-construit l'entreprise, et pas seulement comme un partage de biens matrimoniaux. Les 2 fois, Priya a répondu par une contre-proposition basée sur la valeur de la firme à la date de notre mariage, augmentée d'une plus-value raisonnable au fil des ans. C'était de l'argent réel, tout à fait équitable selon n'importe quelle norme. Mais l'offre ne mentionnait nulle part la moindre notion de propriété. Et les 2 fois, Renata s'est levée et a quitté la pièce avant même que son propre avocat n'ait fini de lire la contre-proposition à haute voix. Je me souviens de l'avoir regardée sortir la seconde fois, le menton haut, totalement sûr d'elle. Je me suis dit, elle y croit vraiment. Cette pensée m'a fait plus de mal que si elle m'avait simplement menti en face. M'avoir menti en face aurait signifié qu'elle connaissait la vérité, et avait choisi de la cacher. Cela signifiait plutôt qu'elle avait passé beaucoup de temps à se convaincre elle-même d'abord, avant même de devoir convaincre quelqu'un d'autre. L'affaire est donc allée au procès. La juge Louisa Byrne présidait, forte de 11 ans de magistrature. Elle était connue dans tout le tribunal pour laisser les témoins s'enfermer dans leur propre contradiction, avant que quiconque ne prononce un mot. Avant même que Renata ne monte à la barre, le tribunal a passé la majeure partie de la première journée et demie à poser des bases. Rien qui n'attire l'attention du public. Mais des éléments que Priya accumulait depuis des mois. Le docteur Renner s'est exprimé le premier. Il est resté à la barre pendant près de 2 heures, détaillant ligne par ligne l'historique de la valorisation du cabinet. Une croissance régulière, sans éclat, liée presque exclusivement à des projets spécifiques portant mon nom sur les plans et mon tampon sur les permis. Aucune contribution en capital de Renata n'apparaissait dans les registres de la société,
aucun document de fonds propres, aucune déclaration d'association. D'aucune sorte en 14 ans d'existence de l'entreprise. Il avait conçu un tableur, associant chaque projet à la personne qui avait signé le contrat, apposé son tampon sur les plans, et figurait sur les polices d'assurance comme partie couverte. Mon nom apparaissait sur les 3 documents, chaque année. Celui de Renata n'apparaissait sur aucun. Grant Holloway a tenté de trouver des pailles dans la méthodologie d'évaluation, demandant si les contributions immatérielles, telles que les relations clients et le capital social, avaient été prises en compte. Le docteur Rainer a répondu que les contributions immatérielles pouvaient être intégrées lorsqu'il existait des documents reliant une personne précise à une relation client particulière. Il a ajouté que son examen du dossier n'avait révélé aucun document de ce type au nom de Renata. La juge Byrne a posé ses propres questions de suivi sur les évaluations d'entreprises comparables dans la zone métropolitaine de Denver, puis a validé les chiffres tels qu'ils étaient présentés. Nor a témoigné ensuite, et sa prestation durant l'après-midi a duré plus longtemps que prévu. Elle a présenté au tribunal le registre des commissions de recommandations année par année, les 3 paiements manquants, et les dates exactes à partir desquelles chacun d'eux avait cessé d'apparaître dans les comptes. Lors du contre-interrogatoire mené par Grant Holloway, elle a confirmé que tous ces manquements s'étaient produits dans les 18 mois suivants l'enregistrement de Marketing Design Consulting auprès de l'État. C'était un fait qu'elle ignorait lorsqu'elle avait remarqué les écarts pour la première fois, et qu'elle n'avait compris que lorsque la chronologie établie par Dana Whitfield avait été juxtaposée à la sienne. Grant s'est opposé, soutenant que cela relevait de la spéculation, que corrélation ne valait pas causalité, et que sa cliente n'avait aucune obligation d'expliquer des lacunes dans la comptabilité d'autrui. La juge Byrne l'a débouté, et a demandé à Nor de relire les 3 dates pour le procès-verbal une seconde fois, lentement, afin que le greffier puisse les noter avec précision. Notre architecte de projet senior, Colin Petracchi, présent dans l'entreprise depuis 9 ans, a témoigné après Nor au sujet des opérations quotidiennes. Qui attribuait les projets, qui révisait les plans, et qui s'asseyait à la table lors des rares litiges avec les entrepreneurs. Il a affirmé que Renata n'avait jamais assisté à une révision de projet pendant toutes ces années de présence. Pas une seule fois. Les seules réunions dont il se souvenait la concernant étaient les dîners de fête, et la cérémonie de pose de la première pierre du pavillon au Concours, où elle avait coupé un ruban devant les caméras des informations locales. Il n'a pas été désagréable. Il s'est contenté de répondre aux questions posées. Simplement, à la manière d'un ingénieur. Et d'une certaine façon, cette simplicité a fait plus de dégâts à la version de Renata qu'une heure de contre-interrogatoire incisif n'aurait pu le faire. Dès le 2e matin, j'ai senti que quelque chose avait changé dans la salle. C'était comme ce changement de temps qu'on presse avant qu'il ne survienne. Une chute de pression que l'on ressent dans les oreilles avant d'apercevoir le moindre nuage. En apparence, Renata semblait toujours calme. Ses mains étaient plus stables que les miennes ne l'avaient été depuis des semaines. Une de ses amies, Colette, a également témoigné ce matin-là en tant que témoin de moralité. Elle a décrit les dîners organisés par Renata, ainsi que quelques appels téléphoniques tendus qu'elle avait aidé à apaiser avec un client mécontent, lors d'une rénovation de cuisine qui tournait mal. C'était un témoignage chaleureux, et une partie était vraie. Le contre-interrogatoire de Priya a été court, 3 questions pour savoir si Colette avait déjà vu un contrat, une fiche de paie, ou une carte de visite portant le nom de Renata et son titre au sein de la firme. Colette a répondu non. Aux 3 questions, à voix basse, semblant un peu confuse quant à l'importance de la chose. Puis Grant a appelé Renata à la barre, et elle a eu droit à ses 40 minutes. Elle a décrit avec précision 11 années de dîner clients, les menus, les plans de table, et les clients qu'il fallait éloigner les uns des autres après une dispute arrosée lors de la fête de clôture du projet Bellamy. Elle a expliqué qu'elle gérait l'agenda pour que Julien puisse se concentrer sur la création
Répondez aux appels de clients mécontents tard le soir pour me épargner le stress, et prétendait avoir, personnellement apporté 3 de nos plus grands clients de recommandation au fil des ans. Grâce à des contacts conservés de son ancien emploi dans le marketing. Elle a répété les expressions « nous avons bâti » et « notre cabinet » tellement de fois que j'ai perdu le compte vers la 20e minute. À sa table, Grant hochait la tête à chaque fois, comme si chaque répétition était une brique supplémentaire posée sur des fondations solides. Une partie de ce qu'elle disait était vrai. Elle avait bien organisé ses dîners. Elle avait arrangé les choses. Plus d'une fois, sincèrement, d'une manière qui m'avait facilité la vie à l'époque. En l'écoutant décrire tout cela, une petite partie obstinée en moi ressentait encore un brin de la gratitude d'autrefois, même en sachant ce que je sais aujourd'hui. Elle a simplement omis de préciser que Nord gérait l'agenda du bureau depuis la 3e année. Elle a omis de mentionner que les 3 recommandations qu'elle a citées sous serment, nommément, étaient exactement les 3 mêmes dont les commissions avaient discrètement disparu de nos livres de compte au cours des 2 dernières années. Et elle a omis de dire que les appels tardifs qu'elle recevait s'étaient pratiquement arrêtés à la même époque où une entreprise enregistrée sous son nom de jeune fille avait commencé à prendre des appels de clients pour son propre compte, depuis un espace de coworking situé à 3 kilomètres de chez nous. Priya l'a laissé dire chaque mot. Elle ne l'a pas interrompu une seule fois. N'a pas bougé sur sa chaise, et a continué d'écrire sur son bloc-notes d'une main régulière. Lorsque Renata a terminé, ma mâchoire me faisait mal à force d'avoir été crispée. Mes mains, croisées sous la table à l'abri des regards, ne cessaient de trembler. Je ne me détachais pas de la pensée de cette tasse bleue ébréchée, toujours rangée dans un placard de la maison où aucun de nous ne vivait plus. Je me disais qu'il aurait été si simple que ces 12 dernières années soient réellement conformes à ce qu'elle décrivait, si seulement elle l'avait permis. Je n'ai pas d'autres questions, a dit Grant. Il s'est rassis, affichant la mine d'un homme convaincu de venir de passer une excellente matinée d'audience. Priya s'est levée lentement, s'est avancée au centre de la pièce, et n'a posé aucune question sur les dîners, les agendas ou les 12 ans de mariage. Madame Felt, a-t-elle demandé, pouvez-vous indiquer au tribunal quel revenu d'activité indépendante vous avez déclaré dans la case 14 de l'annexe K1, pour chacune des 12 années pendant lesquelles vous venez de décrire avoir bâti cette entreprise. Un silence est tombé dans la salle, un silence que j'ai ressenti dans ma poitrine avant même d'en saisir la portée. La bouche de Renata s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti pendant une seconde. Elle a jeté un coup d'œil vers Grant. Ce dernier fixait sa propre copie des déclarations d'impôts, comme s'il les découvrait pour la toute première fois. Et pour cause, en observant le changement sur son visage, j'ai compris que c'était le cas. Il avait cru ça. Version sur parole, tout comme je l'avais fait autrefois, sans jamais prendre la peine de vérifier lui-même les formulaires K1. Les déclarations reflètent ce que notre comptable préparait chaque année. A balbutié Renata. Sa voix était devenue fluide, plus basse qu'elle ne l'avait été de toute la matinée. Elles indiquent $0 chaque année, et elles ont été déposées sous votre propre signature, a répliqué Priya. Ma question reste donc entière, Madame Felt, si vous avez bâti cette entreprise aux côtés de votre mari, où sont passés vos 12 ans de revenus issus de cette activité? Grant Holloway s'est levé si brusquement que sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. Votre honneur, je dois demander une suspension de séance. La juge Byrne a regardé l'horloge, puis Renata, dont les mains restaient calmes tout au long de la matinée, calme pendant le témoignage de Colette, et calme durant ces 40 minutes à la barre avaient enfin commencé à trembler. Nous faisons une pause de 15 minutes, a déclaré la juge en donnant un coup de marteau pour interrompre la séance. Je ne me suis pas levé tout de suite. Mes mains tremblaient elles aussi, mais pour une toute autre raison que celle de Renata. Mon estomac s'est noué,
comme. Cela arrive juste avant qu'une chose redoutée ne survienne enfin. Sauf qu'il ne s'agissait pas de crainte. Assis là, dans le bruit soudain de la salle d'audience qui se vidait autour de moi, je n'arrivais pas encore à poser un nom sur ce que je ressentais. Dans le couloir, devant la salle 4C, Dana Whitfield a ouvert son dossier scellé. Pour la première fois devant d'autres personnes que Priya et moi. Marketing. Design Consulting, LLC, enregistré 23 mois plus tôt sous le nom de jeune fille. De Renata, avec une adresse résidentielle située à 2 pâtés de Maison d'un espace de coworking à Cherry Creek. On y trouvait 3 factures, chacune adressées directement aux clients issus des recommandations pour les projets. Sorensen, Bellamy et Whitfield, précisément les clients dont les commissions avaient disparu de nos livres comptables. Il s'agissait de services de conseil indépendants en design que Renata ne m'avait jamais divulgués, qu'elle n'avait jamais déclaré sur la moindre fiche d'impôt, et dont elle n'avait jamais fait mention en 11 ans de mariage. Y compris durant cette période de thérapie de couple 2 ans plus tôt, où l'honnêteté financière avait constitué le sujet central de 3 séances entières. Selon le rapprochement bancaire réalisé par Dana, le total détourné s'élevait à 212 346,18 $, traçable dollar par dollar. Si cela arrive devant la juge, a murmuré Priya, en observant Grant Holloway faire les 100 pas dans le couloir, son téléphone plaqué contre l'oreille, sa demande de propriété ne va pas seulement s'effondrer aujourd'hui. Cela débouchera sur un signalement pour fraude, revenu non divulgué, gain non déclaré, et détournement actif de fonds clients en cours de procédure de divorce. Un procureur pourrait faire énormément de choses avec des preuves aussi claires. J'ai demandé à Dana depuis combien de temps elle le savait, et depuis quand ce dossier terminé reposait dans le cartable de Priya, alors que j'avais assisté à 2 jours de témoignages sans rien savoir. Environ 6 semaines, a-t-elle répondu. Priya voulait attendre que les formulaires K1 soient officiellement versés au dossier, avant d'abattre notre carte sur la société écran. Si nous avions commencé par la société écran, leur parti aurait pu soutenir qu'il s'agissait d'une activité personnelle sans rapport avec le mariage. En commençant par les déclarations fiscales sous serment, elle a dû s'expliquer sur ses revenus nuls avant même que quiconque ne mentionne Marketing Consulting. Quand cela sort au grand jour, l'histoire se raconte d'elle-même. J'ai compris à ce moment-là pourquoi Priya ne m'avait pas laissé lire le rapport plus tôt, bien que je le lui eusse demandé à 2 reprises. Elle ne me protégeait pas de Renata, elle protégeait la chronologie des événements. Alors que nous étions encore là, Renata est sortie d'une pièce voisine près des ascenseurs, entourée de Grant et d'une assistante juridique que je ne connaissais pas. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés à travers le couloir. Elle n'a rien dit, et moi non plus. Il ne restait plus rien à dire que ces 2 jours n'eussent déjà exprimé à notre place. Après un instant, elle a été la première à détourner le regard, s'en remettant à l'assistante qui l'a dirigée vers la cage d'escalier plutôt que vers l'ascenseur, à l'écart de l'endroit où nous nous tenions. Les 15 minutes de pause se sont transformées en près de 40. Lorsque l'audience a enfin repris, Grant a demandé à s'approcher du fauteuil du juge, avant même que Renata ne soit rappelée à la barre. De ma place, je ne pouvais pas entendre l'intégralité de l'échange, mais j'ai observé l'expression de la juge Byrne rester parfaitement impassible pendant tout le temps où Grant a parlé. Et j'ai regardé le visage de Renata, de l'autre côté de la salle, elle n'était plus en colère, elle n'était plus calme non. Plus, elle était simplement blême, comme si toute sa couleur s'était effacée. Lorsque Grant Holloway s'est relevé, il a annoncé au tribunal que sa cliente renonçait à toute prétention de propriété sur Felt Architecture, avec effet immédiat. Il n'y a pas eu d'effet théâtral. Personne dans le public n'a poussé de cris de surprise. La juge Byrne s'est contentée d'un hochement de tête, a pris une courte note, puis a demandé à Priya si nous pensions poursuivre l'affaire. Des commissions détournées dans le cadre d'une action civile distincte. Priya a
Répondu que oui. La juge a indiqué que cela relevait d'une autre procédure, et non de celle-ci, a remercié les deux parties pour leur temps, puis est passé à la planification du reste du partage des biens. L'échange complet a duré moins de 4 minutes. En sortant dans le couloir juste après, je me suis fait la réflexion qu'il semblait presque injuste que la fin réelle soit si silencieuse. Après 2 jours de témoignage, 14 mois de procédure et 2 ans et demi de trous dans un livre de comptes, j'ai fini par renoncer à me poser des questions. Dans ce couloir, personne n'avait l'air de venir d'assister à quoi que ce soit. Renata ne m'a pas regardé en quittant la salle d'audience. J'ai appris plus tard, par Priya, ce qu'aurait donné sur le papier l'alternative à l'abandon de sa requête. Un signalement pour fraude auprès de la brigade des crimes économiques du procureur de district, ce même service qui avait poursuivi 2 affaires de détournement quasi identiques l'année précédente. Grant lui a recommandé d'éviter cette issue par tous les moyens possibles, et elle a suivi son conseil. 3 semaines plus tard, elle a signé un accord complet, aucune prétention de propriété de quelque nature que ce soit, aucune part équitable du cabinet, le remboursement intégral des commissions détournées sur 18 mois, et la reconnaissance discrète, enfouie au paragraphe 9. Qu'elle n'avait perçu aucun revenu d'aucune sorte provenant de Felt Architecture pendant le mariage. À aucun moment je n'ai demandé d'excuses au cours de cette procédure. Je ne pense pas qu'il y en aurait eu, et de toute façon, je n'en ressentais plus le besoin comme je l'avais cru autrefois. Pendant un certain temps par la suite, j'ai attendu de ressentir quelque chose de plus fort, du soulagement peut-être, ou quelque chose s'apparentant à une victoire, ce genre de sentiment qu'on lit sur le visage des gens dans les films. Quand un verdict tombe enfin. En réalité, je me sentais surtout fatigué, de cette fatigue bien particulière qui survient après avoir retenu son souffle plus longtemps qu'on ne le croyait. Je suis retourné au bureau le lundi suivant la signature de l'accord. J'ai travaillé sur une pile de révision de permis pour un client de Cherry Hills. C'était un après-midi tellement ordinaire. Nord se plaignait d'un bourrage papier, Colin se disputait avec un entrepreneur au sujet d'une spécification de poutre sur haut-parleur. J'ai dû m'arrêter à mon bureau un instant, pour simplement apprécier cette banalité. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le quotidien m'avait manqué, jusqu'à ce que je le retrouve. Marketing Design Consulting a été dissoute 4 mois plus tard. Je l'ai appris indirectement par Nord, qui le tenait d'une personne de l'espace de coworking de Cherry Creek, où Renata louait un bureau 2 fois par semaine. Cela fait maintenant près d'1 an. 2 des 3 clients auprès desquels elle avait détourné des contrats où la famille Sorensen et les Bellamy ont contacté le cabinet directement ce printemps. Ils étaient tous deux un peu gênés, demandant si je m'occupais toujours moi-même des projets, ou si je me contentais de valider les dessins réalisés par d'autres. Je leur ai répondu que je continuais de concevoir chaque plan qui sortait de ce bureau. Comme je l'ai toujours fait. J'ai toujours la tasse bleue ébréchée. Elle est posée sur une étagère dans mon bureau, à côté d'une maquette du pavillon au concours. Je n'ai jamais pris le temps d'expliquer à quiconque au cabinet pourquoi je la gardais. Nord m'a demandé un jour, à demi-mot, si c'était une sorte de porte-bonheur. Je lui ai répondu que ce n'était pas de la chance. C'était simplement un rappel de ce qui était réellement vrai durant ces premières années, sous la version qui a failli devenir officielle. À savoir que j'avais bâti tout cela seul, sur une table à dessin dans un garage, un projet après l'autre, bien avant que le nom de quelqu'un d'autre ne soit associé à l'histoire. C'est la partie sur laquelle elle s'est trompée dans cette salle d'audience. Celle qui a fini par lui coûter bien plus cher que l'argent n'aurait jamais pu le faire. Elle n'avait pas bâti l'entreprise avec moi. Elle avait passé 12 ans à construire discrètement une structure plus petite, en parallèle. Et lorsqu'il a enfin fallu prouver la réalité des faits, il a suffi d'une question, et d'une seule ligne sur un formulaire qu'elle avait signé elle-même, chaque année, sans
Jamais imaginé que quiconque songerait à la lui poser.